Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. On commence avec les titres de l'actualité de ce mardi 29 avril. Le président de la République a reçu le vice-président du Conseil des ministres, ministre du Plan et envoyé spécial du président de la République d'Irak, Mohamed Ali Tamimi, qui lui a remis une invitation pour participer au prochain sommet de la Ligue arabe prévu en Irak. Au deuxième jour de sa visite à la 4e région militaire, le général d'armée Saïd Chemriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles, et ce au niveau du secteur opérationnel nord-est à In Amenas. Diplomatie, l'Algérie appelle à La Haye à sommer l'entité sioniste, à accorder l'accès humanitaire à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, notamment à Gaza, où la situation désastreuse constitue l'un des pires échecs humanitaires de notre génération. À l'étranger, en France, la minute de silence à la mémoire d'Aboubacar Cissé, finalement acceptée à l'ordre du jour de l'hémicycle. Cet hommage à une victime d'un meurtre raciste n'a été observé qu'après pression des députés LFI. Colloque national sur le dessalement de l'eau de mer. À l'ordre du jour, la gestion optimale et durable des stations de dessalement. Des pistes et des solutions respectueuses de l'environnement ont été évoquées. On en parle à la fin du journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous le disions à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le vice-président du Conseil des ministres, ministre du Plan et envoyé spécial du président de la République d'Irak, Mohamed Ali Tamim, qui lui a remis une invitation pour participer au prochain sommet de la Ligue arabe. À Bagdad, l'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Je vous invite à écouter l'envoyé spécial du président irakien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تشرفت هذا اليوم بلقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية الجزائرية. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de rencontrer son Excellence le président de la République algérienne. J'étais porteur d'une invitation à participer au sommet arabe prévu à Bagdad le 17 mai prochain, si Dieu le veut. J'ai également transmis les salutations de son Excellence le président de la République d'Irak ainsi que celles de son Excellence le Premier ministre à l'adresse de son Excellence le président de la République algérienne, en l'invitant avec insistance à assister à ce sommet. Par la grâce de Dieu, nous aurons le plaisir de le voir prochainement à Bagdad pour participer au sommet arabe. Je le disais en préambule, au deuxième jour de sa visite à la 4e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles, et ce au niveau du secteur opérationnel nord-est à In Amenas. C'est le compte-rendu de Yanis Belkacem. Regardez. Le général d'armée a suivi en compagnie du général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire, un exposé présenté par le commandant du secteur opérationnel, portant sur l'idée générale et les étapes d'exécution de l'exercice. Cet exercice tactique, exécuté avec munitions réelles, avait pour objectif de tester la disponibilité au combat des unités du secteur opérationnel, la capacité d'exécution des éventuelles missions de combat, la maîtrise du matériel de combat et des systèmes d'armes modernes, d'entraîner les commandements et les états-majors à développer leurs connaissances en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution, tout en les mettant dans les conditions d'un combat réel. النقطة الإشارية الثالثة الأسود المسافة
Au champ de manœuvre du secteur, le général d'armée a suivi de près les différentes actions de combat exécutées par les unités terrestres et aériennes engagées. Ces actions qui se sont concrétisées durant toutes les phases de l'exercice par un professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel élevé ont confirmé une fois de plus la rigueur dans l'accomplissement des actions, tant sur le plan de la planification que celui de l'exécution, et refléter la compétence des cadres en matière de montage, de conduite et de coordination des actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la maîtrise par les personnels des différents systèmes d'armes et équipements mis à disposition. بداية العد التنازلي 3 2 1 ضربي. جميع أطلق الاستيلاء. تم تنفيذ المهمة بنجاح. الإصابة النارية 100%. Au terme de l'exercice, le général d'armée a rencontré les personnels des unités ayant exécuté cet exercice pour évaluer la performance générale des participants. In situ, il les a félicités pour les efforts consentis lors de la préparation et l'exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles qui a été sanctionné par des résultats très satisfaisants, traduit par la précision des tirs aux différentes armes et la parfaite coordination entre les unités et forces engagées. Le général d'armée a exhorté l'ensemble des personnels à mettre à profit les résultats positifs obtenus de manière à augmenter davantage les aptitudes opérationnelles du corps de bataille au niveau de ce secteur sensible en particulier et de l'armée nationale populaire en général avant de passer en revue les unités du secteur opérationnel Nord-Est Inamenas ainsi que les formations participantes à cet exercice.
Toujours en 4e région militaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha avait procédé hier à l'inauguration du cercle régional de Ouargla, où il a reçu des explications exhaustives auprès des responsables en charge de la réalisation de ce projet. Saïd Chengriha s'est également acquis de près de la qualité des infrastructures réalisées, à même de garantir les meilleures conditions de confort aux bénéficiaires. C'est un sujet signé Yannis Belkacem, regardez. À cette occasion, le général d'armée avait félicité les responsables pour les efforts fournis en vue de livrer les nouvelles infrastructures dans les délais impartis, de même qu'il les a exhortés à veiller à leur maintien en condition, en faisant preuve de professionnalisme et de gestion rigoureuse, de manière à assurer des prestations de services de qualité. À l'issue, le général d'armée s'est rendu à Janet où il a procédé à l'inauguration et baptisation du nouveau siège du secteur opérationnel Sud-Est Janet et suivi un exposé détaillé et relatif présenté par le commandant du secteur. À cette occasion, le général d'armée a donné une série d'orientations et d'instructions portant, en somme, sur le redoublement d'efforts dans cette région frontalière sensible en vue d'assurer une protection optimale des frontières et de déjouer tout attentat terroriste, trafic de drogue et autres formes de crimes organisés. Dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue indien, Subramania Jaishakar. Les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les renforcer à la lumière des résultats de la visite d'État effectuée par la présidente de la République de l'Inde en Algérie en octobre 2024 et en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment la réunion de la commission mixte algéro-indienne. À cette occasion, Ahmed Attaf a réitéré la position exprimée récemment par l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, condamnant fermement l'attentat terroriste survenu à Pahalgam, soulignant l'importance de préserver les fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région en se référant aux valeurs de dialogue, de retenue et à la recherche de solutions pacifiques aux différends, quelle que soit leur complexité ou leur gravité. Coopération toujours, Ahmed Attaf a reçu également ce mardi un appel téléphonique de Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Les deux parties ont abordé à l'occasion la réunion tenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le processus de négociation relatif au programme nucléaire iranien. Ahmed Attaf a été informé par son homologue iranien des derniers développements enregistrés à ce sujet. Les deux ministres ont également échangé les points de vue sur les derniers développements de la cause palestinienne à la lumière de la poursuite de l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a présidé ce mardi à Alger une cérémonie de sortie de 3 promotions d'officiers et d'agents de la protection civile. Il s'agit de la 17e promotion de lieutenant et la 50e promotion de sous-lieutenant et de la 48e promotion d'agents de la protection civile. Les diplômés ont bénéficié d'une formation théorique et pratique, les qualifiant à accomplir au mieux leur mission pour assurer la sécurité et la protection des citoyens à travers l'ensemble du territoire national. À cette occasion, Brahim Red a annoncé le recrutement prochain de 2200 agents de la protection civile. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Nous nous apprêtons à recruter précisément 2200 nouveaux éléments.
entre officiers, sous-officiers et agents. Ces recrues viendront après une année de formation renforcer les rangs de la protection civile, une institution que nous retrouvons toujours en première ligne face à toutes les situations d'urgence. Nous espérons que l'organisation rigoureuse de la protection civile, renforcée par des équipements adaptés, répondra pleinement à nos besoins. Une opération de grande envergure menée ce mardi au port d'Oran a permis la saisie de 20 conteneurs suspects, révélant la présence de marchandises dangereuses à caractère contraire à la morale. Des accessoires pour téléphone portable comportant des illustrations offensantes envers les valeurs religieuses et nationales ont été découverts. Les auteurs de cette tentative ont essayé d'introduire ces marchandises en utilisant de fausses déclarations, des factures gonflées et des noms d'emprunts dans un but de blanchiment d'argent. Nous l'annoncions en titre, l'Algérie a appelé ce mardi à La Haye à sommer l'entité sioniste à accorder l'accès humanitaire à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, dans les territoires palestiniens occupés où la situation désastreuse, en particulier à Reza, constitue l'un des pires échecs humanitaires de notre génération. L'Algérie considère que l'entité sioniste, en tant que puissance occupante, est tenue d'accorder l'accès humanitaire à l'UNRWA et de tout mettre en œuvre pour faciliter ses activités de secours dans les territoires palestiniens occupés, a indiqué l'experte dans les questions des droits de l'homme et vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Maya Sahli Fadel. L'avocate algérienne s'exprimait lors de la deuxième journée des audiences publiques de la Cour internationale de justice consacrée aux plaidoiries orales relatives à la demande d'avis consultatif sur les obligations de l'entité sioniste en ce qui concerne les activités de l'ONU, des organisations internationales et des États tiers dans les territoires palestiniens occupés. Écoutons. L'Algérie rappelle que la situation humanitaire désastreuse à Gaza, ainsi que le blocus imposé à l'aide humanitaire, sont aujourd'hui utilisés comme moyen de chantage et armes de guerre. Les agissements de l'entité sioniste à l'encontre de l'UNRWA ne datent pas du large assaut lancé contre Gaza en octobre 2023, mais ont commencé bien avant, révélant une volonté préméditée d'affaiblir l'agence et de saper son rôle. Néanmoins, les attaques perpétrées depuis sont sans précédent par leur ampleur et leur gravité. Les employés de l'UNRWA ont été directement pris pour cible, ses bureaux, biens et installations ont été détruits et plusieurs de ses agents ont été tués, arrêtés ou harcelés. Ces faits démontrent qu'Israël poursuit depuis longtemps une politique visant à entraver la mission fondamentale de l'UNRWA, à savoir fournir une assistance humanitaire aux réfugiés palestiniens. Le drapeau algérien a été installé lundi au siège du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba, après que l'Algérie ait remporté haut la main un siège au sein de cet organe continental pour un mandat de 3 ans. À cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'Éthiopie, Mohamed Khaled, a indiqué que cette élection au CPS se veut une reconnaissance par les pays africains, frères, du rôle efficace et déterminant de la diplomatie algérienne dans la promotion des valeurs de paix et la consécration de la concertation entre États pour trouver des solutions aux crises auxquelles est confronté le continent africain, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui ont permis à l'Algérie de retrouver la place qui lui sied au niveau continental. Et à l'invitation du Centre pour les études islamiques de l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne, le recteur de Jama'a al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qasimi al-Husseini, a présenté hier une conférence sur la pensée universelle de l'émir Abdelkader et sa pertinence dans le monde actuel. Selon Cheikh al-Qasimi, la pensée de l'émir peut encore éclairer la façon d'aborder les défis de notre époque dans un monde aux équilibres perturbés, chargé de crises. Le conférencier a également ajouté que la pensée de l'émir Abdelkader ouvre en effet de nouveaux horizons pour repenser la question de la paix, non pas comme une fin ultime, mais comme une dynamique continue, un engagement personnel et collectif qui se renouvelle, s'adapte constamment et qui exige une perspicacité, un courage moral, non moins important que le courage politique, exprimant sa conviction que l'héritage de l'émir dans la construction de la paix reste d'une pertinence remarquable pour notre monde contemporain.
Et nous le disions également en titre, en France, la minute de silence à la mémoire d'Aboubacar Cissé, dont le lâche assassinat dans une mosquée au sud de la France a été finalement observé cet après-midi au Parlement. Cet hommage à une victime de la violence raciste n'a été accepté à l'ordre du jour de l'hémicycle qu'après pression des députés LFI, nous dit Afet Bouchet. Regardez. Malgré le silence imposé par l'émotion, la minute de recueillement à l'Assemblée nationale française fera date. Un hommage légitime aux victimes de violences d'une extrême gravité. Il aura fallu pourtant insister pour que la présidente daigne l'inscrire à l'ordre du jour. Donc en conférence des présidents, la réponse de la présidente de l'Assemblée nationale a été qu'il n'y a pas de minute de silence pour des cas individuels, je cite. Un bras de fer que les députés de gauche ont fini par remporter, n'en déplaise à l'extrême droite et à ses alliés, non sans amertume pour la famille de Aboubacar Cissé, reçue par les députés Verts et LFI, un geste qui ne suffit pas à effacer l'humiliation initiale. Et on ne le comprend pas pourquoi la présidente a refusé cette minute de silence. On ne le comprend pas. On est révolté, on est indigné. Ça n'enlève en rien notre incompréhension et notre colère du fait même de penser à refuser et de le dire. Et pourtant, la famille d'Aboubacar, pleinement française, ne réclame qu'une chose, la justice et la pleine application du mot égalité. Ce qu'on demande à l'État, qu'il fasse la justice, que la justice soit faite voilà, pour notre frère. Aujourd'hui, on demande aussi que les familles soient reçues de manière digne, au même titre que n'importe quelle famille, par le chef de l'État ou un membre de représentant de l'État. Des autorités restées muettes 48 heures durant, incapables de nommer clairement un crime terroriste, là où elles auraient proclamé haut et fort pour d'autres crimes, souvent précipitamment. À l'Assemblée, certains députés appellent désormais à la démission du ministre des Cultes. Face à cet attentat terroriste islamophobe, où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession? Car il aura fallu attendre 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer. Non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermés à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre. Alors je n'ai qu'un seul message pour vous. La République mérite mieux que vous. La République exige mieux que vous. La seule issue décente, Monsieur Retailleau, c'est votre démission. Partez organiser votre congrès. Les Français ont besoin d'un ministre à plein temps pour les protéger. Allez-vous-en. Et ce mot que les autorités hésitent à prononcer, c'est celui que la communauté musulmane revendique clairement, terrorisme. C'est un crime islamophobe. C'est un acte terroriste. Et aujourd'hui, nous avons peur. On tue dans la mosquée. Demain, c'est quoi? On viendra frapper à nos portes pour nous tuer? Ce sera une chasse aux musulmans? Et c'est l'angoisse due à ce climat de haine que les imams constatent depuis des mois dans les mosquées. Les fidèles, en ce moment, ils ont même peur de venir prier à la mosquée. Pourquoi? Avec tout ce qui s'est passé récemment, ce drame, cet assassinat islamophobe, les gens, ils ont peur. Et ce qui leur fait peur le plus, ils disent pourquoi? Juste parce que je suis musulman. Pour les recteurs de la Grande Mosquée de Paris, le traitement politique et médiatique n'est pas à la hauteur de ce drame. Cette mort, malheureusement, est, je dirais, le catalyseur d'un certain nombre de critiques, de discriminations à l'encontre des musulmans de France. Le résultat est là, et c'est pitoyable qu'on puisse aujourd'hui débattre tout simplement pour dire notre solidarité avec les musulmans de France. Le meurtre d'Aboubacar Cissé interroge moins la violence d'un homme que le silence d'un pays. Quand il faut négocier une minute de silence pour un crime commis dans une mosquée, ce sont les valeurs mêmes de la République qu'on sacrifie sur l'autel de la course électorale. Et nous restons en France où la section de Montpellier du Parti communiste français a réagi à la déclaration du maire de Montpellier, faisant état de l'alignement indéfectible de sa mairie sur le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Une prise de position condamnée puisqu'elle va à l'encontre du droit international, nous dit Yamina Saïdi dans ce papier.
Quand des élus français deviennent les relais officieux de la diplomatie marocaine, c'est la souveraineté française et le droit international qui sont remis en cause par ces manœuvres d'influence. La visite du maire Michael Delafosse à Dakhla, ville située en territoire sahraoui occupé, s'est soldée par l'annonce d'un jumelage avec Montpellier. Derrière cette opération, un nom revient avec insistance, Brahim Abou, son conseiller spécial d'origine marocaine, présenté comme l'artisan direct de ce rapprochement. Ce geste, loin d'être anodin, s'inscrit dans une stratégie plus large portée par le régime du Merzen, qui cherche activement à légitimer son occupation au Sahara occidental à travers des partenariats locaux et des alliances symboliques. La réaction du Parti communiste français ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, sa section de Montpellier dénonce un alignement dangereux sur la politique marocaine, en contradiction flagrante avec la résolution 690 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui encadre le processus d'autodétermination du peuple sahraoui. Au-delà de cette visite, c'est toute une stratégie qui est mise en lumière, celle de certains élus franco-marocains intégrés dans les appareils politiques français, agissant en profondeur pour faire pencher la position de la France en faveur des ambitions du Merzen. Le PCF tire la sonnette d'alarme. Ces agissements doivent être nommés, dénoncés et stoppés. Et justement, l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie a abrité la 6e session du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, au cours duquel s'est tenue une réunion élargie visant à examiner, évaluer et analyser les derniers développements de la question sahraoui et renforcer le plaidoyer en faveur d'une solution juste à la lumière de la conjoncture internationale actuelle. Les participants ont salué à l'occasion la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause sahraoui et réaffirmé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le forum a connu la participation, rappelons-le, de 17 ambassadeurs et représentants diplomatiques accrédités en Algérie, venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Je vous invite à écouter ces déclarations. L'un des points majeurs de notre rencontre a été la situation actuelle au Sahara occidental. Nous avons exprimé notre vive préoccupation face aux développements récents sur la scène internationale qui semblent soutenir la poursuite de l'oppression du peuple sahraoui, ce qui exige notre attention immédiate et une action collective. C'est autour de questions fondamentales que se sont articulés nos échanges d'aujourd'hui. Le forum reste engagé à consolider la solidarité internationale avec le peuple sahraoui. C'est l'occasion pour nous de faire le point, d'échanger sur les moyens de renforcer notre action et rendre notre soutien à la cause sahraoui plus visible. À l'approche du 55e anniversaire de la création du Front Polisario, le Forum a procédé à l'évaluation du travail accompli jusqu'à présent et a adopté une nouvelle feuille de route réaffirmant son engagement en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Sur le dessalement de l'eau de mer organisé par l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral sous le thème dessalement de l'eau, levier de la sécurité hydrique. À l'ordre du jour, la gestion optimale et durable des stations de dessalement, des pistes et des solutions innovantes, mais surtout respectueuses de l'environnement ont été évoquées. Naïm El Walish était sur place. Regardez. Professeurs, ingénieurs et experts se sont penchés aujourd'hui lors d'un colloque sur la question du dessalement de l'eau de mer. Les participants à cette rencontre ont surtout évoqué la nécessité de rendre plus durable, plus écolo et plus efficace le process du dessalement de l'eau de mer. Les objectifs, c'est d'informer, de sensibiliser sur les enjeux du dessalement, les contraintes du dessalement, les bénéfices du dessalement, mais surtout permettre aux étudiants de l'École supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral de développer un petit peu leurs connaissances et leurs compétences par rapport à ce sujet-là. Et éventuellement aussi peut-être créer un groupe de réflexion rapprochant le monde économique et scientifique autour du dessalement de l'eau de mer. Et aussi la prise en compte de l'aspect environnemental pour préserver notre biodiversité marine, pour préserver aussi toutes les chances que nous avons dans le cadre de l'économie bleue. Nous devons prendre en charge correctement les déchets issus du dessalement de l'eau de mer.
Outre l'importance de la sécurisation hydrique, ce rendez-vous s'est surtout intéressé aux solutions innovantes dont certaines furent d'ores et déjà ébauchées par les services de l'ancienne station de Benissaf. Nous sommes en train de calculer, de suivre l'empreinte carbone parce que l'impact environnemental le plus important d'une station de dessalement, c'est plus l'empreinte carbone qu'autre chose. Donc le rejet c'est vrai qu'il y a un rejet de saumure important, donc il y a un impact, mais c'est un impact que je dirais que c'est un impact local. Mais l'empreinte carbone, c'est une empreinte mondiale, régionale et mondiale. Alors il y a des solutions, on est en train de faire des études avec des étudiants, avec des universitaires. Donc bien sûr l'impact le plus important, ça consiste en termes de consommation d'énergie. Donc on est en train de trouver des solutions, comment réduire cette consommation, soit avec une énergie propre, d'accord, tout ce qui est éolien, tout ce qui est photovoltaïque, soit une réduction donc, de la consommation de la station avec une maintenance prédictive, avec donc des solutions, nouvelles solutions. Le but de la journée, c'est de créer une synergie entre les différents acteurs industriels, institutionnels et académiques, experts et scientifiques pour pouvoir créer des solutions justement durables qui font dans l'innovation. À l'issue de ce colloque scientifique, plusieurs recommandations sur la gestion durable des stations de dessalement seront soumises au gouvernement en vue d'une prochaine adoption. Avec le développement durable, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonne soirée.